Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle guinéenne mobilise les attentions aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Si le président Alpha Condé n'a pas clairement annoncé son intention de se représenter, la date de la présidentielle est désormais connue. Elle a été fixée au 18 octobre. La Banque des États de l'Afrique centrale se dote d'un nouvel outil pour accélérer les procédures de transferts internationaux émis par les agents économiques de la sous-région. Il s'agit de l'application e-transfer, testée et approuvée. Son lancement officiel est prévu pour septembre 2020. Et le combat mené pour la conservation des singes à ventre roux est menacé par des projets d'urbanisation au Bénin. Cette espèce protégée est en voie de disparition et est pourtant essentielle au développement de la biodiversité dans le pays. Un sanctuaire lui est d'ailleurs réservé dans la commune d'Abomey-Calavi. Mais tout d'abord, la candidature officielle du président Alassane Ouattara. Un troisième mandat ne passe pas en Côte d'Ivoire. Plusieurs plateformes de l'opposition proches d'Henri Konan Bédié, de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro ou encore de Charles Blé Goudé ont exigé d'un commun accord ce mercredi 12 août le retrait de la candidature du chef de l'État qu'ils jugent irrecevable. L'opposition exige également de profonds changements au sein de la commission électorale indépendante avec la démission sans délai de son président. De son côté, le pouvoir soutient que la candidature du président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel d'octobre 2020 est autorisée suite à l'adoption de la Constitution de 2016. Mais pour l'opposition, la candidature du chef de l'État pourrait déboucher sur une grave crise dans le pays. Des échauffourées entre les partisans de l'ancien président Henri Konan Bédié et des jeunes du parti au pouvoir RHDP ont d'ailleurs éclaté à Daoukro le 12 août, faisant au moins une perte en vie humaine selon les médias locaux et plusieurs blessés. La très attendue date de l'élection présidentielle est désormais connue. En Guinée, le scrutin a été fixé au 18 octobre 2020 avec l'adoption en mars dernier de la réforme constitutionnelle controversée du président Alpha Condé, ce dernier qui est le premier président démocratiquement élu en Guinée et aujourd'hui est décrié. Il a récemment été choisi par son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, pour être candidat, mais lui-même n'a pas encore indiqué s'il a accepté de se représenter, même si l'opposition lui prête cette intention. Plus de détails avec Zahra Manoudou. La date n'était pas complètement acquise en raison notamment du contexte politique et sanitaire. Et nombreux sont ceux qui ont émis des doutes quant à un possible glissement du calendrier électoral. En Guinée, la présidentielle est finalement fixée au 18 octobre 2020. La confirmation est tombée mardi 11 août à travers un décret présidentiel rapporté notamment par la télévision publique. Article 1er. Le scrutin pour l'élection du président de la République aura lieu le dimanche 18 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication AC, le ministre chargé de la Justice, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre du Budget, le haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Une élection présidentielle très attendue à laquelle une probable candidature du président sortant Alpha Condé est redoutée dans les rangs de l'opposition et au sein des organisations de la société civile qui dénoncent une démarche qui irait à l'encontre de la Constitution. Désigné candidat par le RPG, son parti, le président Alpha Condé n'a pas encore indiqué s'il allait ou non briguer un troisième mandat.
Ce n'est ni la crédibilité ni la transparence, encore moins la légalité des élections qui intéressent Alpha Condé. Ce qui l'intéresse est de se faire proclamer, à la date qu'il souhaite, président de la République, et cela indépendamment de ce qui se passera dans les urnes. L'éventualité d'une nouvelle candidature du chef de l'État Alpha Condé, âgé de 82 ans, a déjà suscité des manifestations de masse depuis octobre 2019. La Commission électorale nationale indépendante a confirmé à son tour la date du 18 octobre. L'institution exhorte désormais les partis politiques à soumettre les noms de leurs candidats. Toujours en Guinée, 3 membres du Front National pour la défense de la Constitution et un syndicaliste ont déposé une plainte auprès de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le but de cette démarche est de dénoncer le manquement de la Guinée en matière institutionnelle. Cette plainte dénonce notamment une falsification de la nouvelle Constitution dont le contenu aurait été changé entre la présentation du référendum et la promulgation du texte en mars 2020. L'opposition espère que la CEDEAO pourra contribuer à faire bouger les lignes. Une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU en Guinée est d'ailleurs annoncée pour les prochaines semaines. La Namibie et l'Allemagne ont du mal à s'accorder sur leur passé. Le président namibien Hadj Gangob a une nouvelle fois rejeté le 11 août les réparations offertes par l'Allemagne concernant les massacres perpétrés dans cette colonie il y a plus d'un siècle. Les négociations qui ont commencé en 2015 sont toujours en cours pour tenter de trouver une issue convenable pour chacune des deux parties. Les explications de Corinne Kamse-Eoné. Le désaccord persiste sur la question des réparations que la Namibie attend de l'Allemagne, réparations liées au génocide commis entre 1904 et 1908. Selon le président namibien Hage Geingob, les propositions faites par le gouvernement allemand ne prennent pas encore en compte toutes les exigences de son pays, notamment des excuses officielles et une aide conséquente au développement. L'offre actuelle de réparation faite par le gouvernement allemand reste une question en suspens et n'est pas acceptable pour le gouvernement namibien. De son côté, l'Allemagne refuse d'accepter le mot réparation et soutient que depuis de nombreuses années, la Namibie bénéficie déjà de son appui multiforme au développement. Une série de pourparlers dont la date n'a pas encore été publiée devrait mettre un terme à ces négociations entamées depuis 2015. C'est un différend qui va plus loin, dont l'enjeu va plus loin que les simples relations entre l'Allemagne et la Namibie. C'est un différend qui touche à l'ensemble finalement des pays qui ont malheureusement connu cette barbarie qu'on appelle la colonisation, les pays africains notamment, et que à ce titre-là, c'est un différend qui peut être le fait que l'Allemagne cède. Ça peut être utilisé comme jurisprudence par beaucoup d'autres nations aujourd'hui pour exiger cette réparation légitime à laquelle l'Afrique a effectivement droit. Le territoire namibien est resté sous domination allemande entre 1884 et 1915. Au cours d'une bataille de rébellion en 1904, 80 000 personnes Herero et Nama, principales tribus du territoire, ont fui dans le désert du Kalahari. Elles ont été poursuivies par les forces impériales allemandes qui ont décimé près de 65 000 d'entre elles, selon l'histoire. Les transferts internationaux émis par les agents économiques connaîtront une nouvelle dynamique dans les 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La Banque des États de l'Afrique centrale a annoncé le lancement dès le 1er juillet d'une nouvelle application dénommée e-transfert. Le but, raccourcir et fluidifier le traitement des transferts entre les agents économiques de la sous-région. Philomène Tiné. e-transfert est l'application qui devrait permettre à la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC d'accélérer le traitement des demandes de transferts internationaux émises par les agents économiques. Cet outil sera opérationnel à compter du 1er septembre 2020, indique l'Institut d'émission des 6 pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette application, dans sa forme actuelle, est la première phase d'un chantier plus large d'automatisation du suivi,
de la réglementation de change en vigueur dans la zone CEMAC. Depuis février 2020, la BEAC a mis en œuvre une phase test qui a conduit à des résultats concluants d'après les autorités bancaires. L'application e-transfert mettra ainsi fin au traitement des dossiers de demande de transfert par messagerie électronique et va assurer la traçabilité et la disponibilité des informations de suivi en temps réel. L'une des responsabilités aussi de la Banque centrale, c'est de contrôler un peu la masse monétaire en circulation. En ce sens-là, le contrôle des transferts internationaux est très important parce qu'il faut qu'il soit régulé. Et depuis quelques années, la BEAC en particulier a émis le besoin de s'affirmer un peu plus sur le contrôle des transferts. Et puis surtout, la régulation des banques commerciales pour éviter justement toutes les autres choses qui ont trait par exemple au blanchiment. E-transfert vient simplement sur le plan technologique renforcer les capacités opérationnelles de contrôle des transferts internationaux de la banque. Par ailleurs, la BEAC met à la disposition des banques en activité dans la zone CEMAC un montant de 2 milliards de francs CFA chaque semaine. Cette mesure vise à raccourcir les délais de transferts internationaux des agences économiques. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a enregistré un taux d'inflation relativement stable en juin 2020 comparé au mois précédent. D'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il est estimé à 1,8%, une performance qui serait due notamment à la contribution des secteurs de l'alimentation et des transports. Les explications avec Amenedj. Les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ressortent avec un taux d'inflation en glissement annuel à moins 0,3% à fin juin 2019. Ce chiffre affiche une stabilité comparativement au mois précédent selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Quant à l'année 2020, le taux est ressorti stable à 1,8% à la fin du mois de juin 2020 par rapport aux réalisations du mois de mai. Un taux d'inflation qui est inférieur à 3% est un pays qui connaît des difficultés économiques. Et quand on est à un taux d'inflation qui est négatif, on est en récession. Dans un pays qui connaît une activité économique normale, le taux d'inflation tourne autour de 3%. Selon les services de la Banque centrale, la hausse du niveau général des prix est imputable à la composante alimentaire avec 1,4% à l'inflation totale. Quant au secteur des transports, il a contribué pour 0,2% à l'inflation observée au mois de juin 2020. Donc peut-être que la Banque centrale veut dire par là que malgré le fait qu'il y ait de Covid avec énormément d'échanges commerciaux qui ont été ralentis, les pays africains n'ont pas vu leurs tarifs, les prix des biens augmenter de manière substantielle. Et donc on a réussi à juguler l'inflation à un certain taux, aux alentours de 1%, parce qu'on craignait effectivement que les denrées, étant donné que c'est plus rare, parce qu'il y a moins d'échanges, économiques, il y a moins d'échanges à cause du fait que les transports aériens ont été arrêtés, les transports maritimes ont été arrêtés et les frontières aussi ont été fermées. La BCEAO estime que l'activité économique a connu un fort ralentissement. Le produit intérieur brut de l'Union a progressé en glissement annuel de 3,3% au premier trimestre 2020 après 6,5% un trimestre auparavant. L'Union des Comores est en quête d'une profonde autonomie. Pour y parvenir, les autorités ont décidé de miser sur 2 secteurs d'activité, le tourisme et l'agriculture. Une enveloppe de 25 millions de dollars sera répartie entre ces 2 domaines d'activité dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée de développement durable du pays. Amenedj. Lancement aux Comores du projet intégré de développement des chaînes de valeur et de la compétitivité. Soutenu par la Banque mondiale, il s'agit d'une initiative du gouvernement pour la contribution des secteurs de l'agriculture et du tourisme au développement. 25 millions de dollars, soit 11 milliards de francs comoriens, sont prévus pour cette stratégie de croissance accélérée de développement durable. La crise du Covid est apparue un peu plus tard. Et il va être question dans un premier temps de revoir et reviser la stratégie de ce projet pour intégrer maintenant le risque certain et le risque immédiat lié au coronavirus comme une variable nuisante mais non paralysante. L'objectif principal est de réduire la pauvreté et de soutenir la croissance économique nationale. Entreprises, syndicats de coopératives agricoles, associations à divers niveaux seront les premiers bénéficiaires du programme. Ce qui fait que dans ces conditions, les Comores sont obligés de mettre en place un plan conséquent de résilience pour accompagner le secteur touristique dans son épanouissement. Sinon, le secteur touristique ne pourra pas avoir de succès.
Il faut nécessairement un accompagnement qui viendrait aussi de notre projet multilatéral ou d'un projet bilatéral. Sans plan conséquent de résilience, les Comores ne pourront pas implémenter de façon logique et de façon adéquate le programme de développement touristique financé par la Banque mondiale. 90 600 emplois dans les 4 prochaines années, c'est l'une des retombées du plan initié par les Comores. Par ailleurs, l'autosuffisance alimentaire reste un point majeur avec la lutte contre le chômage par l'obtention d'une autonomie interne. Interconnecter les capitales entre elles et les centres commerciaux africains. Voilà 2 projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Si l'interconnexion des régions a été remise au goût du jour ces dernières années, le chantier reste grand. Alors où en est-on dans ce chantier aujourd'hui avec la crise sanitaire de Covid-19? Élément de réponse avec Aïssatou Bari. Selon Raila Odinga, haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, la très faible interconnectivité est un obstacle au succès de l'intégration africaine. D'où la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du projet du réseau intégré de trains à grande vitesse, condition essentielle pour la réussite de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. La pandémie de Covid-19 devrait être saisie comme une opportunité pour accélérer cette initiative. La Commission est d'ailleurs ouverte à toute collaboration pour en faire une réalité. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le réseau intégré de trains à grande vitesse en Afrique vise à relier toutes les capitales et tous les centres commerciaux africains. Il est prévu la construction d'au moins 12 000 km de nouvelles voies pour un coût d'environ 36 milliards de dollars, ainsi que la rénovation de 17 200 km de lignes ferroviaires existantes pour un budget de 7 milliards de dollars. Mis sur pied effectif, de mon point de vue, d'un réseau intégré ferroviaire, à mon sens, ça sera un véritable levier d'accélération de la circulation des facteurs de production, que sont généralement le capital, la ressource humaine. Si une marchandise peut partir du royaume chérifien, c'est-à-dire du Maroc, qui peut alimenter toute l'Afrique centrale en un laps de temps uniquement sur la base d'un réseau comme celui-là. Alors qu'en l'état actuel des choses, si on veut transporter les grandes quantités, il faut passer plutôt par la mer. À ce jour, l'ensemble du réseau ferroviaire africain est estimé à environ 75 000 km sur une surface de 30,2 millions de kilomètres carrés. Ceci correspond à une densité d'environ 2,5 km pour 1000 km carrés, ce qui est bien inférieur à la moyenne mondiale qui est de 23 km pour 1000 km carrés. La protection des espèces menacées reste un enjeu majeur face à l'urbanisation en Afrique. Au Bénin, une initiative privée permet la protection des singes à ventre roux, une espèce menacée dans un sanctuaire situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant, Lefty Ounou. Au Bénin, la commune d'Abomey-Calavi abrite le sanctuaire des singes et le site pour la recherche sur la biodiversité. D'une superficie de plus de 14 hectares morcelés, le sanctuaire est situé à 6 km du marché de Togba, précisément dans le village Drabogbo. Créé par le Suisse-Allemand et ex-directeur de l'Institut international agricole tropical ITA Bénin, Peter Neuenschwander, le sanctuaire héberge plusieurs espèces menacées, notamment les singes à ventre roux, depuis 1996. Il y a un grand qui m'a dit, un vieux qui m'a dit que si les singes à ventre rouge là, Zinkaka, est dans un endroit, il n'y a pas la guerre. S'il arrivait que les singes s'aventurent dans les champs environnants, le promoteur du sanctuaire paie une amende. Quand la mère Memba, elle s'éloigne avec son petit. C'est à la vue du petit qu'on s'en rend compte. La forêt comporte 2 groupes de singes, notamment les singes à l'état sauvage et ceux très enthousiastes et habitués aux humains. On dénombre au total 37 singes à ventre roux dans le sanctuaire. Ils demeurent sous la protection du fantôme le Zangbeto à Dogba. En tant que gardien de la tradition, on assure la protection des singes à ventre roux à Drabogbo, qui sont devenus comme des animaux domestiques. Ici, on ne tire pas à feu sur l'espèce. On ne leur tend non plus de pièges. Les singes à ventre roux sont en voie de disparition. Une situation due à la viabilisation de l'agglomération de Drabogbo qui demeure le souhait des habitants. Néanmoins, l'ex-directeur de l'Institut international agricole tropical ITA Bénin, Peter Neuenschwander, s'est investi pour la protection de cette espèce durant 24 ans. Avec son équipe, ils espèrent le soutien du gouvernement et des autorités de la localité en vue de la préservation des singes à ventre roux et la restauration du site pour la recherche sur la biodiversité.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.